Testing, 1, 2, 3. Hello everyone. Good morning. Quand je pense que Daniel Defoe a écrit 2 textes qui nous regardent aujourd'hui, j'ai envie de m'orienter vers la poésie, la littérature qui a toujours su marquer les limites de l'existence déjà improbable. Je pense à ces textes Robinson Crusoe et le journal de la peste. Je vais y revenir, mais pour maintenant, je voulais vous saluer, vous dire hello, en sachant que hell en anglais veut dire aussi l'enfer. Mais je laisse ça, l'enfer, de côté pour le moment. Aujourd'hui, ce matin, je me limiterai seulement à vous saluer. D'abord, vous saluer. Et peut-être seulement vous saluer. Car je ne saurais pas faire mieux depuis un deuil généralisé. Mais saluer, ce n'est pas rien, peut-être. On salue les soignants chaque soir à 20h. On leur dit merci. On pense à eux. On sort du confinement où on était scellés toute la journée pour dire le salut. Pour Hölderlin, saluer, c'est la tâche du poète. Geh nun und grüße. Donc, va et salut. C'est prendre un risque parce que tu sors de toi pour rendre un signe, pour exposer une pauvreté de l'être en face d'un événement qui nous dépasse, qui appelle le langage entendu, le langage encore à inventer, ou bien à redécouvrir, à resignifier. Je salue ceux et celles qui vacillent entre la solitude et l'isolement, la désolation. Je salue les inconnus, les angoissés, les travailleuses, car elles continuent à s'exposer au risque. Les travailleurs, les animaux qui se promènent librement pour la première fois, peut-être pour la dernière fois aussi, on n'en sait rien. Les obsessionnels qui désinfectent tout, les testés et les non testés, les malades, celles et ceux qui attendent de tomber malades, les enfants des soignants abandonnés. Je salue ceux et celles qui comprennent lorsque Thomas Bernhard affirme « Die Ursache bin ich selbst ». C'est moi la fautive, la cause. Il ne s'agit pas d'un massagisme soigné ou extravagant, ni d'une sottise à peine gérée. Si on ose dire die Ursache bin ich selbst, c'est moi la cause, la source de ce qui se passe, même si on ne saurait pas définir avec de l'amplitude précise ce qui se passe, ce qui nous arrive. On sait très bien que ce qui se passe provient d'un réseau des causes multifactoriales. On le sait, on était prévenus, il y avait notre petite Antigone, l'enfant, Greta Thunberg, qui a sonné l'alarme plusieurs fois. Il y avait d'autres figures et moyens de nous faire comprendre qu'on est allé trop loin
si on avait le temps, j'essaierais d'analyser avec vous ce que cela veut dire aller trop loin. C'est où et c'est quoi la limite de notre trajet ensemble, quoi qu'on dise. Bon, testing 1, 2, 3. Hello everyone. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas une grande vérité à prononcer car je suis lente. J'hésite devant l'impensé qui se refuse à nous, même s'il y a une volée de discours qui se proposent et dont l'importance nous est irréfutable. Il y en a ceux qui affirment qu'il n'y aura rien de nouveau à chercher au fond. Il n'y aura pas de structure renversée, ni même altérée, changée, pas de révolution donc. Il n'y a en somme rien d'épocal dans ce qui nous arrive, dans ce que nous vivons. Et c'est peut-être le cas. Mais, testing, 1, 2, 3. Il se peut aussi que la marque même de notre épocalité, c'est de minimiser toute trace du grand changement. Il y a ceux qui disent qu'il ne s'agit pas d'un événement, mais on sait très bien, on sait, qu'est-ce qu'on sait, mais depuis la pensée énorme de Derrida et de Jean-Luc Nancy, des autres encore, et encore à venir. On sait très bien que l'événement se retire de nous, ne se laisse pas identifier en tant que tel. Donc, ça serait très difficile de corseter notre angoisse, de dire ce que c'est un événement, comme si on pourrait le scanner, le reconnaître, l'identifier. Okay. Hello everyone. Je vous salue. Testing. 1, 2, 3. Je pense à ce que dit Schiller. Il dit que nous sommes des Zeitbürger. Donc, les citoyens de notre temps qui nous définissent tout en nous échappant. Nous sommes à l'écoute d'un appel qui s'accompagne de beaucoup de bruit, et c'est du bruit aussi que je voudrais vous parler, du bruit qui court, qui répand la maladie, ou qui, selon Defoe et Rousseau et bien d'autres, des bruits qui sont co-constitutifs et avec la peste, la maladie, c'est-à-dire la rumeur. Et on sait que pour Rousseau, comme pour Defoe, ce qui tue, c'est les bruits, les fausses informations, que Rousseau, pour sa part, dans les rêveries, désigne comme un grand Danois qui le descend lorsqu'il se promène dans la rue. Et ce grand Danois, selon moi, c'est Hamlet, qui lui-même est descendu par des rumeurs. Mais en même temps, je dirais, dans la manière de Schiller encore, que c'est un devoir de faire apparaître les choses comme si elles étaient un appel d'une révolution. Bon, il faudrait analyser et peut-être altérer un peu ce que cela pourrait vouloir dire, mais disons une révolution à venir et y répondre. Donc, ça serait
un devoir d'agir comme les premiers intervenants, les premiers répondants, qui je salue maintenant avec beaucoup de humilité, et je ne dirais pas qu'on est tout à fait existentiellement du même niveau, mais on a besoin de la philosophie maintenant, plus que jamais, de la littérature, et on sait très bien que la philosophie, et là je vous renvoie à l'œuvre de Philippe Lacoue-Labarthe, qui en a parlé avec beaucoup de persuasion et importance. La philosophie s'est toujours inquiétée de la santé. C'est parfois très autoritaire de vouloir nettoyer le police, mais laissons ça de côté. Vous savez très bien que depuis les pré-Socrates jusqu'à Nietzsche et d'autres, Nietzsche qui était toujours en convalescence et qui a connu ses Untergänge, qui a succombé à la maladie, à la mort, qui a précédé la mort, comme disait Nancy. C'est Nietzsche qui nous exhorte d'apporter une trousse d'urgence au niveau de la signification d'un événement qui nous échappe, surtout, ou bien de penser la façon dont on se l'approprie. Je l'ai dit plusieurs fois et je crois que ça serait ce que je voudrais apporter à notre chaîne de conversation. Car la philosophie s'est toujours comprise comme ce qui devait à son temps de penser la santé, de la socialité, des distances, ce que Nietzsche appelle le distance, donc la danse de la distance, ce que cela implique, ce que cela exige. Et d'autre part, je termine avec ça parce que on n'a plus le temps, et c'est ça notre malheur. Heidegger, excusez-moi, mais je peux pas dire autrement. Heidegger, lisant Nietzsche, nous a fait réfléchir sur la différence entre la destruction et la dévastation. Donc, entre la Zerstörung et la Vernichtung. La destruction nous donne, bon, c'est un don absolument problématique, pénible, parfois nécessaire selon le sentiment historique de Nietzsche qui reste à déplier, à comprendre. Mais la destruction est vouée à l'avenir. Elle détruit ce qui nous a déjà détruit ou nous menace avec le pessimisme et ces autres. La dévastation ne saurait pas nous montrer un avenir. Il reste à discerner les lieux de contamination, de la destruction et la dévastation, même les tentations d'en finir avec tout, comme Freud nous a enseigné. Qui ne voudrait pas sonner la fin, arriver à une fin bien définie et bien marquée, une clôture. Et bon, il me faudrait encore des années qu'on n'a peut-être plus pour penser avec vous rigoureusement. Donc, je vous laisse avec l'espoir de la destruction nietzschienne.
Bye.